Le live a démarré. Bonjour, bienvenue au Hub des Territoires. Nous sommes aujourd'hui heureux de vous accueillir en ligne et en présentiel. C'est l'un de nos premiers gros événements en présentiel. Pour ce petit déjeuner EdTech for Good, organisé avec notre partenaire EdTech France sur un sujet d'actualité, la rentrée. Comment bien préparer sa rentrée avec un focus sur la EdTech et l'enseignement supérieur. Alors, quelques mots rapides sur le Hub des Territoires. Je suis Cécile Vincent, responsable du Hub. Et nous sommes ravis avec toute l'équipe de vous accueillir aujourd'hui. L'émission du Hub, c'est d'inspirer, concrétiser et s'unir autour des enjeux et des projets territoriaux au travers de différentes actions et notamment d'une programmation événementielle variée et ouverte à toutes et à tous. Je ne peux que vous inviter à vous inscrire à notre newsletter. Le lien est disponible dans le chat. Et puis pour ceux qui sont sur place, vous pourrez peut-être vous inscrire en live sur nos ordinateurs. Aujourd'hui, c'est l'occasion de réunir un écosystème très mobilisé sur le numérique au service de l'enseignement supérieur. Grands témoins, startups vont se succéder et bien entendu, moments d'échange et de networking. Alors même à distance, n'hésitez pas à poser vos questions. Et je vais passer la parole à nos deux experts. Nicolas Turca, tu portes ces sujets d'éducation avec ton équipe en tant que responsable éducation et inclusion numérique de la Banque des Territoires. Et Anne-Charlotte Monneray, vous êtes déléguée générale d'EdTech France. Bravo, bravo. Non. Alors, merci beaucoup, Cécile. Merci à Rose et Juliette également, dans l'équipe Banque des Territoires, qui ont organisé aussi, aux côtés d'Anne-Charlotte, l'événement ce matin. En tout cas, je suis très content de vous accueillir ici, à la Banque des Territoires, et merci également à Blandine, qui nous reçoit quelque part ce matin. Dans ce lieu qui marque finalement le lien et le fait de faire des ponts entre les choses et les éléments, et à la Caisse des dépôts et à la Banque des Territoires plus particulièrement. On aime bien créer ces ponts. On les crée pour les universités françaises depuis bien longtemps. On les crée sur le numérique, on les crée sur le logement social, sur le logement étudiant également. Encore hier, on a signé une convention pour l'Île-de-France avec le Crous sur le logement étudiant. Et la vie numérique vient impacter tous ces dispositifs finalement, vient impacter l'enseignement, vient impacter les étudiants dans leur vie, parfois dans leur solitude, parce que la situation n'est pas forcément facile aujourd'hui pour un grand nombre d'étudiants. Ce sont quasiment 2,7 millions d'élèves en France dont on parle. Et puis une situation des universités très paradoxale, très tirée par l'excellence, par la recherche, par ces choses-là. Et en même temps par des sujets économiques majeurs qui impactent aujourd'hui l'attractivité de ces dispositifs. Et le numérique, c'est aussi quelque chose d'attractif, d'accord ? C'est pas seulement quelque chose d'excluant, et on va en parler ce matin dans cette dualité entre un numérique qui parfois exclut, met de côté. 40% des enseignants aujourd'hui de l'enseignement supérieur considèrent qu'ils n'arrivent pas à se saisir des compétences numériques pour enseigner. Et de l'autre côté, on a des étudiants qui aujourd'hui vivent, se nourrissent, se logent, gagnent leur vie peut-être même avec du numérique. Et ça, c'est un numérique aussi d'opportunité, c'est le numérique du quotidien, c'est un numérique vécu. Et on cherche aujourd'hui, nous, à la Banque des Territoires, et je conclurai sur ce mot-là, on cherche à développer justement ces solutions numériques qui créent de l'impact pour les étudiants, pour les universités. Et j'insisterai jamais assez, c'est pas... on n'investira pas, parce je suis donc responsable à la direction de l'investissement, donc on a une thèse d'investissement et on cherche des solutions numériques aujourd'hui, mais pas seulement, des solutions à impact surtout, qui génèrent du bien-être, de l'attractivité, de l'amélioration de la situation, du retour à l'emploi, de l'insertion, du raccrochage, des choses comme ça, qui permettent un petit peu d'améliorer la situation des universités également françaises. Donc voilà. Merci Nicolas. Merci à l'équipe du Hub de nous recevoir aussi nombreux ce matin et à distance. C'est un plaisir de voir des têtes connues et un peu moins connues dans ce beau lieu. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi le thème de la rentrée? Parce que cette rentrée 2021, elle est à la fois inédite et politique.
Inédite parce qu'elle se passe dans un contexte de présentiel, dans un moment où l'on pensait que les choses seraient revenues à la normale, mais elles ne le sont pas. Et politique parce que de fait, il y a le calendrier de mai 2022 qui, comme on le sait, impacte la vie universitaire comme chaque année électorale. Donc aujourd'hui, je pense que étudiants, enseignants, directeurs d'établissement, entrepreneurs, on est tous très heureux du retour au présentiel. Et ce qui domine, c'est un sentiment de responsabilité. La responsabilité de remettre la réussite des étudiants au cœur dans un contexte où on a pu être coincé entre distanciel et présentiel pendant 1 an. Et pourtant aujourd'hui, avec une pédagogie adaptée, innovante et hybride, on sait qu'on est prêt pour cette rentrée 2021. Je pense qu'on peut aussi souligner la flexibilité des établissements du supérieur pendant ces 12 derniers mois, qui ont su s'adapter, travailler avec des entreprises du privé et répondre à la précarité étudiante aussi, qui a pu être un des signes de 2020. Donc aujourd'hui, il faut penser l'hybridation comme une modalité pédagogique, comme un succès, comme quelque chose qui n'est pas une réponse à un contexte sanitaire. Et justement, aujourd'hui, on est là pour mettre en avant des solutions qui permettent cette hybridation grâce au numérique. Donc bien sûr, vous avez un catalogue EdTech France qui recense un peu plus de 350 solutions qui pourront aussi être utilisées pour une rentrée réussie, côté étudiants, enseignants et établissements. Et aujourd'hui, on a la chance d'en avoir trois entrepreneurs qui viennent nous présenter leurs solutions et comment ils œuvrent pour la réussite des étudiants en 2021 et dans les années qui arrivent. Donc merci à tous, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui avec vous pour partager. Et je cède la parole à Juliette qui va nous dérouler cette sympathique matinée. J'enlève mon petit masque. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là du coup ce matin. Merci pour l'introduction à nos trois super intervenants. Donc moi, c'est Juliette D'Angelo. Je travaille à la Banque des Territoires du coup au sein de la direction de l'investissement dans l'équipe de Nicolas et de Rose du coup que je remercie grandement et qui ont beaucoup aidé à organiser ce petit déjeuner, évidemment avec Anne-Charlotte d'EdTech France. Du coup, pour le déroulé de ce deuxième petit déjeuner, parce que c'est le deuxième, on avait fait une première session entre deux vagues un peu en juin. Et donc, on espère pouvoir continuer sur cette lancée avec EdTech France. Du coup, pour ce deuxième petit déj sur la EdTech dans l'enseignement supérieur, on a d'abord 3 startups qui vont pitcher, que je remercie grandement et que je vais annoncer après, petit teasing. Et ensuite, on aura un grand témoin qui sera annoncé aussi tout à l'heure, qui va du coup être interviewé, si je puis dire, ou en tout cas, il y aura une session de questions-réponses avec lui, avec Rose, du coup, la responsable du pôle éducation. Voilà. On avait pris des retours la dernière fois, ça manquait un peu de questions-réponses, donc là, on en a mis beaucoup. Donc, en tout cas, ne soyez pas timides, n'hésitez pas à poser vos questions, c'est aussi l'enjeu. Il y aura un temps un peu de networking informel après, mais l'enjeu, c'est aussi que quand il y a des pitchs ou quand il y a le grand témoin, n'hésitez pas à poser vos questions, c'est là aussi où on a du fond et où c'est intéressant. Voilà, donc pour continuer, je ne sais plus où est la petite manette, elle est là. Hop. On va passer du coup à nos 3 pitchs et je crois que le premier, c'est Ubicast avec Jean-Marie Cognier que je vais inviter à venir sur scène, pardon. Hop. Voilà, c'était très simple en fait. Bonjour à tous, je suis ravi de pouvoir m'adresser à vous. Je remercie Anne-Charlotte, EdTech France, la Banque des Territoires de m'avoir invité à parler. Je vais essayer d'aborder le thème de la matinée qui était comment bien préparer sa rentrée dans l'enseignement supérieur en s'appuyant sur les EdTech. Alors, je suis le cofondateur et le PDG d'Ubicast, une vieille dame de la EdTech puisqu'on existe depuis 2007. Alors, pour commencer, j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer. La bonne nouvelle, c'est qu'en 10 ans, entre 2009 et 2019, il y a plus de 21,3% d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur en France. Donc c'est une bonne nouvelle, pourquoi? Parce que ça veut dire plus de compétences pour les jeunes, on ne s'arrête plus au bac, on continue. Et donc, in fine, on l'espère en tout cas, plus d'employabilité. Un meilleur alignement avec ce dont ont besoin les organisations, les entreprises sur le marché de l'emploi. C'est l'Institut Montaigne qui sort ce chiffre dans une de ses dernières études sur la base d'informations gouvernementales. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais il y a un mais. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour accueillir quasiment un quart d'étudiants en plus, alors que dans le même temps, l'enseignement supérieur et la recherche, le budget a stagné, voire diminué sur la même période 2009-2019? Est-ce qu'on construit des bâtiments?
Non, on s'appuie sur la tech. Et donc, par exemple, chez Ubicast, la mission qu'on s'est donnée, c'est d'améliorer le succès des étudiants en faisant de la vidéo, du média vidéo, une commodité, quelque chose de très simple à produire et diffuser, engageante, c'est-à-dire qui maintient l'élève attentif pour qu'il apprenne mieux, collaborative et pérenne. Concrètement, on donne des yeux et des oreilles aux salles de cours et aux amphithéâtres, et on donne les moyens aux équipes pédagogiques de transformer la transmission magistrale telle qu'elle se fait aujourd'hui, c'est-à-dire la même chose que quand la première université s'est créée il y a 800 ans, quoi. Alors notre métier, il va se décliner sur deux grandes solutions. Une qui s'appelle Myris, qui est une solution de captation, d'enregistrement de contenu vidéo. Donc comment on digitalise ce qui se passe dans une salle de classe ou un amphi. Et Notgis, qui est une plateforme vidéo privée, une sorte de YouTube privé avec à visée pédagogique, avec des fonctionnalités pédagogiques. Donc sur cette plateforme, on va d'abord apporter de l'intelligence, indexer le contenu, essayer d'extraire les mots-clés qui proviennent des diapositives des enseignants, essayer de transformer la voix en texte, donc en sous-titres, dans lesquels on va pouvoir rechercher. Les enseignants vont pouvoir éditer très facilement les contenus, et ça va s'intégrer dans les plateformes d'enseignement digital. Je voulais juste vous parler de faire un point de focus sur deux petites choses spécifiques à Ubicast. La première, c'est ce qu'on appelle le Web Studio. C'est un petit outil web, donc il n'y a rien à installer pour l'enseignant. Il va pouvoir appeler cet outil, ça va chercher sa webcam, son écran d'ordinateur. L'établissement a déjà préparé le logo, l'image de fond, pour que l'enseignant se concentre sur le fond et non la forme. C'est là qu'il perd du temps, c'est là qu'il stresse par rapport aux outils. Alors que si on lui prépare tout le terrain, il n'a plus qu'à digitaliser, numériser son support. Alors bien entendu, il va falloir un accompagnement des équipes pédagogiques pour transformer un cours magistral de 3 heures en petite capsule vidéo. Mais au moins, il aura déjà le contenu, les diapos, son savoir, il va pouvoir le transmettre. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est le lecteur vidéo qu'on édite chez Ubicast. Finalement, à gauche, vous trouvez une partie, somme toute, assez classique, play, pause, je recule de 5 secondes, j'augmente, je diminue la vitesse de lecture. Mais ce qu'on va trouver à droite, c'est un moteur d'interaction où les étudiants vont pouvoir poser des questions, mettre des commentaires, mettre des pièces jointes pour illustrer leurs questions et donc finalement générer de l'échange et de l'engagement avec les autres étudiants et l'enseignant. Et donc développer une communauté d'apprentissage en ligne, hors classe. Donc comment prolonger l'interactivité de la classe en dehors des murs de la classe. Bien sûr, tout ça est recherchable. Et puis, il y a une expérience dynamique où l'étudiant va pouvoir choisir le morceau de la vidéo qu'il veut mettre en plein écran quand il clique sur un des 4 cadrans. Pour conclure, pourquoi faut-il absolument y aller? Eh bien, d'abord parce que ce type de solution, donc la vidéo en asynchrone, ça offre de la flexibilité. Il y a des étudiants qui apprennent mieux le matin. Il y a des étudiants qui apprennent mieux le soir. Si vous mettez la partie magistrale des cours sous forme de vidéo à disposition des étudiants, c'est eux qui vont choisir le meilleur moment pour eux, pour voir et revoir. Le deuxième point, c'est l'égalité. Pas plus tard qu'il y a une semaine, le gouvernement a annoncé qu'il ouvrait X 1000 emplois jeunes pour des étudiants. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui doivent travailler pour financer leurs études. Comment on fait quand les cours sont imposés de telle heure à telle heure et que le travail impose d'être au boulot à ce moment-là? Finalement, avoir une partie des cours en ligne, dispo quand ils le souhaitent, où ils le souhaitent, ça leur permet finalement d'avoir un travail en même temps qu'on étudie. Et le dernier point qui me tient à cœur, c'est le point de la souveraineté. Il y a une notion de propriété intellectuelle qui est particulièrement importante dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et donc, du coup, cette question de la donnée, elle est importante. Chez Ubicast, nos solutions, elles se déploient soit dans un cloud que nous infogérons chez un opérateur français qui s'appelle OVH et qui est respectueux des données, ou alors on peut carrément déployer toutes nos solutions sur l'infrastructure de nos clients. Donc, ils en restent maîtres. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'était un respect du timing parfait, donc j'ai même pas eu besoin de faire de petits gestes, c'est top. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Ah, il y a une question au fond. Bonjour, Quentin d'Investir Plus, merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question en termes d'usage. Est-ce que vous avez des retours justement sur la façon dont les étudiants aussi arrivent à utiliser cette plateforme, à en tirer bénéfice,
que ce soit justement pendant le cours sur les interactions ou que ce soit en asynchrone, à quel point il y a des retours des revues des cours et des choses comme ça. Alors, et à quel point, du coup, vous avez pu mesurer cet impact aujourd'hui. Merci. J'en ai pas autant que j'aimerais, mais j'en ai quand même quelques-uns. Le premier, déjà, il y a des statistiques de visionnage. Hein. On voit, en moyenne, le temps moyen de lecture d'une vidéo, c'est 23 minutes. Vous vous rendez compte, quand on voit, les élèves regardent, quand ils cliquent sur Play, la vidéo va durer 23 minutes avant qu'ils la quittent. On est quand même sur des standards beaucoup plus élevés qu'une pub sur Facebook ou sur YouTube. Le deuxième élément que je peux vous citer, c'est qu'il y a une étude qui a été faite chez l'un de nos clients, à l'université de Neuchâtel, c'était après le premier confinement. Ils ont posé la question aux étudiants, quelle modalité de cours vous préférez? Il y avait cours en visio ou cours préenregistré, parmi d'autres. Les étudiants plébiscitaient les cours préenregistrés pour la flexibilité, pour le fait de pouvoir organiser son agenda, et mettaient la visio en deuxième position. Et ce qui est amusant, c'est que cette même question a été posée aux enseignants et que c'était l'exact inverse. Les enseignants préféraient le cours en visio au cours préenregistré parce que finalement, ils copiaient et collaient un modèle présentiel dans une salle de visio. Mais on l'a tous vu et lu dans de nombreux articles, ce n'est pas la meilleure des méthodes. Ça répond à la question? Okay. Une deuxième question du coup. Merci. Sandra Legrand, donc Société Yapucan, nous on fait de l'entraînement à l'oral pour les jeunes, donc soit pour les concours écoles et puis après on les suit jusqu'à ce qu'ils sortent pour trouver un job. Est-ce que vous faites autant de sujets vidéo, etc. dans le hard skill que dans le soft skills? Parce que souvent on peut avoir la question de OK, hard skill très bien, mais le soft skills, il faut interagir en direct, en physique, etc. C'est une super question. Alors effectivement, historiquement, nous on s'est plutôt développé dans des établissements qui étaient plutôt orientés sur les hard skills. Université, école d'ingénieurs. Ça a été très dur au départ pour aller dans les soft skills, mais ça va de mieux en mieux. D'ailleurs, on a deux de nos utilisateurs dans cette salle qui sont plutôt dans le domaine des soft skills, donc ça veut dire que ça marche. Les mises en situation, de plus en plus, ce qu'on voit dans les usages chez nos clients, c'est demander aux étudiants de rendre un devoir en vidéo. Cours de langue, cours de posture, de parler devant la caméra, apprendre à appréhender ce média, parce que finalement, ils en auront besoin toute leur vie. Donc ça vient de plus en plus, mais effectivement, ça a plus vite et plus fort marché du côté des hard skills. D'autres questions? Sinon, dans le chat, je regardais, mais il n'y avait pas d'autres questions. On va prendre la dernière question, par contre, après, pour pouvoir avancer. Merci. Bonjour, Serge Bedrossian, en Res Impact. Parmi les catégories d'étudiants, en fait, on voit des étudiants dans des établissements, je veux dire, où il y a un engagement académique assez fort des jeunes, et puis parfois aussi des formations un peu plus courtes, plus professionnalisantes, avec un engagement académique qui peut être parfois un peu moindre. Est-ce que cet outil, comment est-ce que vous assurez l'engagement d'étudiants qui peut être livrés à eux-mêmes, enfin en tout cas ce qu'on observait dans certaines écoles, livrés à eux-mêmes pendant le confinement, étaient peut-être un peu moins présents, un peu moins engagés quand les enseignements avaient lieu à distance? C'est une vaste question. Elle relève plus de la responsabilité de mes clients. Et les étudiants, finalement, sont les clients de mes clients. Il faut, en fait, ce qu'on a constaté, en tout cas, c'est qu'il y a des dynamiques. Quand vous commencez à mettre des choses en ligne, comme ils y ont accès quand ils veulent, où ils veulent, c'est pas compliqué. Si vous les contraignez, ça va peut-être être un peu plus compliqué. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que ceux qui sont moins engagés que les autres, c'est clair qu'ils vont moins collaborer, ils vont plutôt consommer les questions que les autres étudiants ont posées plutôt qu'en mettre eux-mêmes, et ils vont plus être passifs. Mais ça, on l'aura aussi dans une salle de classe, en fait. Vous avez l'étudiant qui va participer, qui va apprendre comme ça, prendre plein de notes pendant le cours pour apprendre pendant le cours, et celui qui va plutôt subir au fond de la salle et lancer des petits avions en papier. Merci beaucoup. J'ai une toute dernière question du chat, du coup, pour quand même engager aussi nos participants en distanciel. Et du coup, c'était, il y a toujours une petite partie des étudiants qui préfèrent le présentiel plutôt que d'apprendre à leur rythme en distanciel. Avez-vous des arguments pour les convaincre? De Alice. Voilà, donc on a bien pris la question en ligne. Merci Alice. J'ai pas du tout à les convaincre. Je suis convaincu autant qu'eux, en fait. Chez Bicas, on prône pas un modèle où on fait disparaître complètement le présentiel. L'idée, c'est d'hybrider au mieux, c'est-à-dire d'utiliser le temps présentiel au maximum de sa capacité, c'est-à-dire dans l'interactivité. Être assis dans un amphi avec 500 autres étudiants et écouter un prof lire son livre, on peut être chez soi et le regarder en petite capsule de 3, 5, 10 minutes. Par contre, un TD, un TP, c'est là où le présentiel a tout son potentiel. Et c'est là où il faut l'exploiter. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas faire disparaître le présentiel, mais exploiter le meilleur des deux mondes.
Super, j'espère que ça a répondu à la question. On va passer à la suite du coup. Merci beaucoup. Merci. Et du coup, je vais appeler Cyril Ganem de APSCO à venir pour le deuxième pitch. Donc, je passe, hop, voilà, je m'éloigne. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Dessous. Cyril Ganem, directeur développement APSCO. La mission d'APSCO, c'est l'assurance d'un lien efficace de communication entre les étudiants et leurs établissements. Nous créons pour cela des applications mobiles en marque blanche, développées par nos équipes en France, à destination des établissements. Alors, pendant 1 an et demi, ce petit téléphone, pour tous les étudiants, a été leur seule fenêtre de vie sociale, leur seul lien avec leurs proches, leurs familles et leurs enseignants. Si on peut rappeler une statistique, 2021, sur les 18-24 ans, seulement 49% des étudiants disposent d'un ordinateur, mais 95% d'un téléphone portable. Ça nous amène à une question. Comment bien préparer sa rentrée? Comment réussir sa rentrée pour un établissement? J'aimerais aller un peu plus loin et vous dire comment bien réussir son année, parce que réussir sa rentrée, je pense, c'est d'abord assurer l'étudiant une réussite de son année. Et toutes les personnes ici, je pense qu'on est tous autour d'un commun objectif, qui est celui de la réussite étudiant. Pour vous emmener plus loin, côté APSCO, on a toujours été très fort pendant toute la crise, on a toujours été très fort pour accompagner les étudiants, les établissements, sur l'information descendante de l'établissement à l'étudiant. Donc, je reçois mes messages, je consulte mon planning, je consulte mes notes. Et on a eu des très gros usages pendant la crise du Covid parce que beaucoup d'établissements ont vraiment adopté l'outil pour communiquer de plus en plus avec les étudiants. Et on se rend compte cette rentrée que beaucoup d'universités adoptent des outils tels que les nôtres. Pour citer APSCO, en 2018, septembre 2018, sur les universités du public, nous travaillons avec 2 établissements. 2021, on est avec 15 établissements, quasiment un quart de la totalité des 60 et quelques universités publiques en France. Et je salue évidemment toutes les universités et les autres établissements qui sont passés avec des solutions autres. Ensuite, sur les écoles de commerce, sur les écoles d'ingénieurs, on doit être en tout à une centaine de campus en France et à l'étranger. Le virage social, c'est la vraie question à se poser ici. C'est qu'on a eu cette question du lien entre les étudiants et les établissements, mais il y a aussi cette question sociale, la question du lien entre les étudiants et les étudiants et les associations. Et on se rend compte rapidement que lorsqu'on est en crise Covid, les étudiants rencontrent leurs pairs seulement pendant les cours, pendant des moments de visio. Et c'est le seul moment où ils sont en contact avec des personnes de leur âge qui font leurs études. Le reste du temps, ils étaient confinés à la maison avec leur famille ou seuls, dans des contextes très différents. Et on se retrouve dans une rentrée avec des L1 qui ont passé une première terminale très difficile, des L2, L3 angoissés, des M1, M2 qui veulent diplômer, et on se retrouve avec une rentrée où il y a toutes ces personnes-là qui veulent toutes réussir leur année. Et côté APSCO, pour cette rentrée qui est inédite, on a pris un virage, le virage du lien social sur l'application mobile, en lançant une fonctionnalité fil d'actualité. Une fonctionnalité qui permet en fait aux étudiants de communiquer entre eux, de communiquer avec les associations, mais dans un contexte vraiment bienveillant, un contexte encadré par l'établissement. Et c'est quelque chose en quoi on croit vraiment lorsqu'on a vu vraiment les usages exploser de communication descendante, encore une fois, d'établissement aux étudiants. APSCO, on a toujours été bon sur une chose, c'est la centralisation de l'information, permettre à l'étudiant de retrouver tout au même endroit. Mais on s'en est toujours tenu au travail qu'on sait faire avec les ERP, avec les SI, nous connecter à des SI, récupérer de l'information. Et ce que nous aimons beaucoup en cette rentrée, c'est les initiatives qu'on retrouve avec EdTech for Good. On a beaucoup apprécié ce dernier appel à projet DemoES qui a vraiment mis en avant la nécessité de collaborer davantage avec des EdTech. Et voilà, j'aimerais faire une ouverture sur un projet que porte EdTech France
dont je rappelle notre PDG Victor Vacrenier est cofondateur, c'est le projet de connecter entre eux les solutions EdTech pour que les étudiants n'aient plus à chercher l'information à droite et à gauche, mais qu'ils aient vraiment tout au même endroit. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a par hasard des questions dans la salle ou en distanciel? N'hésitez pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas de questions, Cyril, que c'était pas bien. C'est parce que c'était très clair. Ah, okay. Je regarde juste s'il n'y a pas des petites questions sur le chat. En tout cas, vous aurez l'occasion de pouvoir parler à Cyril juste après, hein, mais n'hésitez pas s'il y a des questions. Non, bon. Parfait. Bon, eh bien, on peut passer à la suite. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Et du coup, je vais demander à Fabien Morin, du coup, de WooClap, de venir pour le troisième et dernier pitch de cette session. Merci beaucoup. Là, c'est bon? Vous m'entendez bien? Hop, faut juste passer. Je me permets, voilà, la petite zapette pour le suivant. Hop, super, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous ce matin. Comment bien préparer sa rentrée? Je voulais vous partager quelques convictions qu'on a sur ce sujet-là chez WooClap. Une rentrée qui est bien particulière parce qu'on vient de passer 18 mois assez particuliers. Je vous la fais courte parce que l'histoire, vous la connaissez. Du jour au lendemain, on était dans des cours globalement en présentiel dans l'enseignement supérieur et il a fallu qu'on passe vers le tout à distance, des cours 100% à distance. Et puis ensuite, pendant 18 mois, on a alterné entre des cours à distance, des formats hybrides qui n'étaient pas faciles à gérer, avec une partie des étudiants en présentiel, une partie à distance, en synchrone, parfois en asynchrone. Et on s'est un peu cassé les dents sur ce format-là. Beaucoup d'incertitudes sur comment est-ce qu'allait se passer les prochains mois, les prochaines rentrées, etc. Cette incertitude, elle n'a pas été facile à vivre aussi. Et donc, ça a été 18 mois, il a fallu s'adapter. On a commencé les cours à distance en disant ok, on va faire les cours qu'on faisait en présentiel, mais on va les répliquer à distance. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait ça marchait pas très bien, que les cours à distance c'était une expérience qui n'était pas évidente pour les étudiants, pour les enseignants, c'était pas facile non plus. Et donc il a fallu s'adapter, il a fallu repenser les modèles pédagogiques, il a fallu tester un certain nombre de nouveaux outils. Et ça s'est fait, il faut bien le dire, un petit peu dans la douleur quand même, en échangeant avec un certain nombre de personnes dans l'écosystème de l'enseignement supérieur. Moi, j'entends qu'on a gagné 3-4 ans peut-être sur la transformation digitale de l'écosystème de l'enseignement supérieur. Gagner 3-4 ans, ça se fait un petit peu à marche forcée quand même, et c'est ce qui s'est passé, quoi. Donc 18 mois assez particuliers. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a innové. Et dans la EdTech, évidemment, on adore ça. On a appris plein de choses, et je voudrais saluer ici le travail de tous les enseignants, des ingénieurs pédagogiques qui ont beaucoup bossé pendant ces 18 mois pour faire en sorte qu'on arrive à s'en sortir, à assurer cette continuité pédagogique, et ça a été quelque chose qui a été réussi. On a appris plein de choses, et du coup, moi, sur ce sujet de comment est-ce qu'on prépare cette rentrée, moi, ma réponse, c'est ne revenons surtout pas à ce qu'on faisait avant. Comment est-ce qu'on fait pour capitaliser sur ce qu'on a appris pendant ces 18 derniers mois, pour prendre toutes les bonnes pratiques, parce qu'on a appris plein de choses qui ont super bien marché, et comment est-ce qu'on fait pour remettre ça dans les cours qu'on va vivre aujourd'hui en présentiel, avec des formats peut-être un petit peu plus hybrides, etc. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment capitaliser sur ces apprentissages? Je voulais vous donner 2 exemples par rapport à ça, sur les sujets plutôt de pédagogie, puisque c'est là-dessus nous qu'on travaille chez WooClap, de bonnes pratiques qu'on va pouvoir réutiliser. Quand on est arrivé du coup dans ces cours à distance, le constat qu'ont fait les enseignants, c'est qu'en fait un cours à distance, c'est 80% d'étudiants qui en fait ont la caméra éteinte, sinon plus. Problème de ça, c'est que du coup, par définition, on les voit pas. Quand bien même en fait on les verrait, on voit que le buste, et en fait on perd beaucoup du non-verbal des étudiants en voyant que cette petite partie-là. Et donc le problème de ça, quand je suis enseignant, c'est que je sais pas si mes étudiants ils sont attentifs. En fait, je sais même pas s'ils sont derrière mon ordinateur ou s'ils sont en train de se faire un café, et c'est vraiment ce qui se passe. Et je sais pas s'ils comprennent ce que je suis en train de dire. Je perds complètement toute cette dimension-là. Et donc, il y a beaucoup d'enseignants qui ont commencé à se tourner à ce moment-là vers des solutions comme WooClap, WooClap qui permet aux enseignants de poser des questions interactives pendant le cours. L'enseignant, il a ses slides de manière assez traditionnelle. Entre ces slides, il va pouvoir intercaler des QCM, des nuages de mots, des textes à trous, qui vont lui permettre de capter l'attention des étudiants, de les mettre dans une posture active, et qui vont lui permettre du coup de savoir non seulement est-ce qu'ils sont là, mais où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils ont bien compris les notions qu'on vient d'aborder ou pas. Et donc l'idée, ça a été vraiment avec ce genre d'outils, d'être capable de capter l'attention, mesurer le niveau de connaissance, mesurer le niveau de compréhension. Ça a aidé beaucoup d'enseignants
dans ce contexte de cours à distance, c'est un outil qui est redoutable également dans les cours en présentiel. Et il y a un certain nombre d'établissements qui l'avaient compris avant la crise, parce que quand on est face à un amphi de 200, 300 étudiants, on ne peut pas savoir si les 200, 300 ont vraiment compris ce qui se passait. On ne peut pas leur permettre à chacun de participer. En leur posant des questions interactives, comme c'est le cas avec WooClub, ça permet vraiment d'impliquer tout le monde et de faire en sorte que chaque étudiant soit vraiment dans une posture active avec tous les avantages que ça a en termes de pédagogie. Voilà pour un premier exemple. Deuxième exemple que je voulais vous citer, et on le voit aujourd'hui dans cette conférence, il y a un usage hyper intéressant qui s'est développé pendant les cours à distance qui est lié au chat, qui n'existait pas forcément dans les cours en présentiel. C'est-à-dire que l'enseignant fait son cours de manière synchrone, et puis en parallèle de ça, il y a des étudiants qui vont poser des questions dans le chat. Il y a d'autres étudiants qui vont répondre en disant « bah ouais, moi aussi j'ai cette question-là ». Il y en a qui vont pouvoir répondre à la question dans le chat, et donc en parallèle de ce cours en synchrone, en fait, il y a des échanges un peu plus asynchrones qui se passent dans le chat. On va revenir là aujourd'hui dans des cours en présentiel. Le chat, on l'a plus, du coup, par définition. C'est dommage, parce que c'est hyper intéressant, cette dynamique-là. Avec WooClub, vous avez un mur de messages qui va permettre, pendant un cours en présentiel, d'envoyer des questions pendant l'ensemble du cours, ces questions qui vont apparaître directement dans les slides de l'enseignant. L'idée, c'est d'être capable de retrouver ces usages et ces dynamiques entre pairs parmi les étudiants dans un cours en présentiel et d'être capable de vraiment enrichir ce cours en présentiel. Donc voilà deux exemples un petit peu de pratiques pédagogiques qu'on a vu émerger pendant les cours à distance et qui me semblent hyper intéressantes à adapter, à répliquer dans des cours en présentiel. Avant la crise, on commençait à parler de cette notion de présentiel augmenté. C'est vraiment l'idée avec WooClub, poser ces questions interactives, utiliser le smartphone souvent pour que les étudiants puissent interagir avec l'enseignant. Donc voilà un petit peu des exemples de pratiques pédagogiques. L'enjeu à nouveau pour moi pour cette rentrée, c'est comment est-ce qu'on fait pour se servir de tout ce qu'on a appris pendant ces 18 mois pour essayer de faire une rentrée qui soit encore plus réussie que les précédentes. Voilà en quelques mots. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup Fabien. Est-ce qu'il y a par hasard des questions dans la salle? Cette fois j'en ai dans le chat, donc oui, il y a une question. Hop, ah non, je crois que c'était juste là, Charlotte. Ah, une au fond aussi, ça marche. Oui, bonjour, à nouveau Sandra Legrand, il n'y a plus qu'à. Combien vous avez aujourd'hui ou d'enseignants ou d'établissements qui utilisent WooClub? Parce qu'effectivement, je trouve que c'est un super outil, mais est-ce qu'il y a un taux d'adoption et qui va continuer, j'imagine, important? Ouais, pour vous donner les chiffres globaux, on n'a pas loin d'1 million d'enseignants aujourd'hui un peu partout dans le monde qui utilisent WooClub, essentiellement en France. Aujourd'hui, on a un peu plus d'une cinquantaine d'universités en France qui ont déployé WooClub de manière institutionnelle, qui le proposent à l'ensemble de leurs enseignants. Les principales écoles de commerce, d'ingénieurs en France utilisent WooClub aussi. Pour vous donner peut-être des statistiques plus au niveau d'un établissement, j'en parlais avec Jean-Pierre tout à l'heure. À Sciences Po, c'est plusieurs milliers d'enseignants aujourd'hui qui utilisent WooClub dans leur cours avec une courbe d'adoption qui a été assez impressionnante. Ça vous donne un petit peu une idée de la manière dont un outil comme ça peut se répandre dans la communauté enseignante. C'est poussé par plusieurs choses. Je pense que globalement, les enseignants doivent y trouver un intérêt s'ils l'utilisent. Il y a un point qui est hyper important et sur lequel nous on travaille beaucoup, c'est sur l'ergonomie de l'outil et faire en sorte que ce soit hyper simple à prendre en main pour les enseignants. Et aujourd'hui, c'est ça le retour d'un enseignant. En 1 minute, vous avez compris comment ça fonctionne WooClub. Et donc, ça permet d'avoir des barrières à l'entrée qui sont vraiment très faibles pour les enseignants. Et donc, ça permet vraiment d'embarquer la communauté enseignante le plus largement possible, même si c'est des enseignants qui ne sont pas forcément très technophiles, pas forcément très à l'aise avec les plateformes numériques. Sur WooClub, c'est relativement facile pour eux. Merci. Je crois qu'il y avait une deuxième question au fond. Oui, bonjour, Céline Dufresne de Five Discovery Virtual Learning. Donc nous, on travaille sur le développement des soft skills au travers de la réalité virtuelle. La question que je voulais vous poser, c'est que toutes les informations que vous devez, qui doivent être échangées via le chat sont certainement hyper intéressantes. Est-ce que vous avez des systèmes de captation, de mémorisation pour pouvoir peut-être en faire un matériau pédagogique ensuite pour l'enseignant, bien évidemment? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Oui, évidemment, globalement, ce qui se passe sur le chat, mais les réponses des étudiants à chacune des questions que les enseignants vont poser sont super intéressantes et c'est intéressant pour les enseignants de pouvoir les réanalyser. Donc, on a beaucoup travaillé sur cette dimension de rapport et donc les enseignants ont accès à différents rapports qui leur permettent de retrouver l'ensemble des informations, l'ensemble des réponses qui ont été collectées de la part des étudiants. Et donc, ça permet vraiment effectivement à l'enseignant, après son cours, d'aller analyser ce qui s'est passé, de pouvoir reprendre, de pouvoir se dire telle notion, il y a eu beaucoup de questions, on va peut-être la revoir au cours suivant. Il y a aussi cette dimension de rapport qu'on a travaillé pour les
les étudiants également, et qui permet à l'enseignant d'envoyer un rapport aux étudiants où ils reçoivent l'ensemble des interactions qu'il y a pu avoir, toujours dans cette logique de pouvoir revenir sur le cours ensuite, et donc vraiment travailler ce lien sur ce qui se passe avant, pendant et après le cours. Super. Et au sein d'EdTech France, on l'utilise pour les groupes de travail aussi. Il y a des exports Excel magnifiquement faits. Enfin, c'est peut-être pas l'UX la plus parfaite, mais en tout cas, c'est aussi très utile d'avoir des données pures qu'on peut exporter facilement. Et je vais prendre du coup une dernière petite question du chat, une question qui est un peu piquante et qui demande « Qu'est-ce qui vous différencie de Kahoot ?» Jamais entendu parler, je sais pas. Ouais, effectivement, c'est une question intéressante qui nous pose pas mal d'enseignants. Kahoot, c'est vraiment un outil qui permet de gamifier l'expérience d'apprentissage pendant les cours et qui vous permet aussi d'animer vos apéros entre amis, et c'est très sympa. WooClap, c'est une plateforme pédagogique qu'on a développée dès le départ avec des enseignants et avec des ingénieurs pédagogiques, avec cet objectif vraiment de s'aligner par rapport aux pratiques pédagogiques et vraiment aux besoins des enseignants. Et donc ça se traduit de plusieurs manières, dans la manière dont on a conçu la plateforme, avec les intégrations par exemple qu'on peut mettre en place. WooClap aujourd'hui s'intègre avec la plupart des outils des enseignants. Leur plateforme de présentation, PowerPoint, Google Slides, Keynote, etc. pour intégrer des questions tout au long de leur cours. Des intégrations avec les logiciels de visio qu'ils utilisent pour leurs cours à distance, Teams, Zoom par exemple. Des intégrations avec leur plateforme LMS, Moodle et les autres. Et donc l'idée c'est vraiment d'avoir un outil qui est intégré dans l'écosystème des enseignants. Donc ça, c'est un premier point. On parlait des exports, effectivement, et des rapports d'analyse pour les enseignants. C'est un second point sur lesquels les enseignants travaillent beaucoup. Et ensuite, globalement, sur tout ce qu'on leur propose dans la plateforme. Kahoot, on fait des QCM. WooClap, on fait une vingtaine de types d'interactions différentes, des QCM, des textes à trous, des nuages de mots, des fonctionnalités d'appariement de propositions, etc. Et donc, ça permet d'avoir une expérience qui est hyper riche pour les étudiants et qui permet aussi aux enseignants du coup de s'adapter vraiment en fonction de toutes les disciplines. Donc, on va un cran plus loin, je dirais, que Kahoot est vraiment dans cette logique de pédagogie, quoi. Donc, deux usages différents pour moi, et Kahoot, c'est très cool. Utilisez-le pour vos apéros. Hein. Et Kahoot ne sont pas membres EdTech France, donc c'est aussi la dernière différence. Je vous précise en visio. Et ça les pénalise. Hein, clairement. En tout cas, merci beaucoup. On va pouvoir enchaîner. Merci beaucoup, Fabien. Et puis, merci du coup aux 3 intervenants pour les 3 tous. Du coup, je vais laisser la parole à Rose Lemardelet. Je vais juste désinfecter mon micro. Merci Juliette, merci Anne-Charlotte. Et du coup, après cet énorme suspense, je vais vous inviter Guillaume à me rejoindre s'il vous plaît. Et donc pour la séquence grand témoin, donc on a le plaisir d'accueillir Guillaume Gelé. Merci beaucoup, je vais laisse prendre un micro. Voilà. Et donc pour cette séquence grand témoin, on avait envie de, comme on l'avait dit pour le premier fidèle, de faire un pas de côté par rapport à des échanges plus directs avec des sociétés EdTech, des investisseurs et des partenaires. Avec vous, je pense qu'on va plutôt faire un grand saut au cœur du réacteur pour ce petit déj consacré à l'enseignement supérieur, puisque vous êtes président de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, réélu, et vice-président de la conférence des présidents d'université. Donc voilà, c'est avec ces multiples casquettes qu'on est très heureux de pouvoir échanger aujourd'hui avec vous. Et j'ajoute par ailleurs que, et c'est d'ailleurs le contexte dans lequel on s'était rencontrés il y a quelques années, vous avez été également président d'un jury d'un appel à projet du programme d'investissement d'avenir consacré à des EdTech dans le champ de l'orientation. Donc voilà, vous avez aussi ce regard et cette expertise sur les sujets orientation et enseignement supérieur par le prisme EdTech. Peut-être avant de parler du thème à proprement parler, de vous laisser peut-être réagir aussi à ce qui a été dit plus tôt, je voulais peut-être commencer par vous entendre sur un peu, alors même si on n'a plus tellement envie d'y penser, mais quand même la période dont on sort, ça a été dit, particulièrement difficile, notamment pour les universités publiques et pour les étudiants. Donc bien sûr, je parle de la crise sanitaire, du passage, on l'a dit, à l'enseignement un peu forcé à distance, aux étudiants bloqués chez eux, et vous entendre peut-être avec votre regard de président d'université et peut-être sur des actions concrètes qui ont été mises en œuvre au sein de votre université et plus globalement sur les enjeux pendant la période, comment vous avez fait face en tant qu'université à ces nouveaux enjeux. Et voilà, très rapidement, mais je vous laisse la parole.
Merci Rose, merci de votre invitation. Donc déjà, je suis vraiment très heureux de pouvoir échanger avec vous, nos partenaires, et nos partenaires de plus en plus, donc dans les universités. Donc ce temps sera important parce que justement, je crois que un des premiers points liés à cette crise sanitaire et à la brutalité en fait. À la brutalité de la situation, de se retrouver à distance du jour au lendemain, c'est que pour beaucoup d'universités, en fait, les solutions n'étaient pas connues. Et quand vous avez parlé d'accélérateur, donc je crois que c'est déjà le premier point. Donc ça a forcé les universités à regarder quelles pouvaient être les solutions existantes, avec qui on pouvait les développer. Alors c'était un petit peu le cas, puisqu'il y avait eu quelques appels à projets. C'était celui des MOOC et des solutions numériques, notamment, que nous avions regardé ensemble. Mais déjà, quand on avait regardé un petit peu ces réponses aux appels à projets, je ne sais pas si vous vous souvenez, Rose, on avait été choqués par le fait que peu de réponses étaient vraiment élaborées en commun entre EdTech et établissements d'enseignement supérieur. Ce qui montre bien qu'il y avait une frontière un petit peu à franchir. Et je crois que cette crise sanitaire a permis donc d'accélérer le fait qu'on se lance et qu'on ait la volonté de travailler ensemble. Peut-être juste une réaction, je pense qu'on ne peut pas avoir de solution efficace si réellement, donc il n'y a pas un couplage entre les solutions technologiques et le regard des EdTech et les équipes pédagogiques des établissements et le regard donc des enseignants. Et donc ce qu'il faut que nous arrivions à faire, c'est à mieux travailler ensemble. Donc ça, c'était déjà le premier point. C'était avant la crise. Ça serait d'ailleurs intéressant de relancer un appel à projet comme celui-là et regarder ce qui se passe donc après la crise. Je crois que les réponses seraient complètement différentes et que le fait qu'on soit maintenant associé plus largement donnerait des réponses sûrement plus convaincantes, en tout cas au jury. Donc ça, c'est le premier point. Après, par rapport à cette crise, moi je voudrais quand même saluer, donc, puisque je les représente aussi ici, l'engagement de toute la communauté universitaire. Donc du jour au lendemain, donc, on a dû trouver des solutions. Alors, on parle des enseignants qui ont essayé le mieux possible de rester en contact avec les étudiants. Alors, au début, c'était un peu artisanal, hein, on va le dire, puisqu'on n'avait pas du tout les solutions. Donc, c'était beaucoup le mail, enfin voilà, on se débrouillait. Puis, petit à petit, les universités ont investi. Quelque chose qu'on néglige, c'est qu'il a fallu remettre à jour nos infrastructures numériques. Donc, on n'installe pas des solutions donc, comme les vôtres pour, pour plusieurs milliers d'étudiants, sans derrière avoir une action sur les infrastructures numériques. Et beaucoup d'universités ont investi, y compris plusieurs centaines de milliers d'euros, donc sur les serveurs pour héberger, donc sur les questions d'infrastructure, donc également. Nous avons été face à la fracture numérique aussi de certains étudiants. Le confinement, c'était là où on résidait. Moi, je suis dans une université, Reims-Champagne-Ardenne, où nous avons des antennes dans les Ardennes, hein, vers Charleville-Mézières, Sedan, nous en avons vers Chaumont, et puis nous avons des étudiants qui habitent évidemment partout en France, mais on va dire les territoires ruraux sont assez bien représentés. Et là, on a vu que même la 3G, effectivement, c'était pas partout, hein. Donc, il a fallu aussi adapter les enseignements aux contraintes numériques. On a assez bien géré dans les universités les équipements pour les étudiants. Je pense réellement, donc ça a été souligné, donc beaucoup ont des terminaux mobiles. On a beaucoup été aidé par les collectivités territoriales et par l'État pour fournir aussi aux étudiants des vrais ordinateurs portables. Parce qu'il y a quand même aussi à un moment donné une réalité, c'est que l'enseignement tel qu'on l'a conduit en distance, c'était du présentiel, on va dire, développé à distance. Suivre un cours pendant 2 heures sur un terminal portable, c'était loin d'être simple. Surtout si en plus, en même temps, on devait prendre des notes, on devait essayer de rendre des choses. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'était assez artisanal. Et là, on a vu la nécessité d'équiper aussi nos étudiants. Je pense que la réponse a été assez bien donnée avec l'ensemble de nos partenaires. Mais ça, c'était le premier confinement. Je crois que ce qui nous a fait nous interroger le plus, c'était la rentrée suivante. La rentrée suivante, on s'est dit, mince, cette crise, elle devait durer quelques mois. Bon, même si nos collègues professionnels de santé, spécialistes, nous disaient que ce type de crise pouvait être souvent de 3 à 4 ans, on ne voulait pas vraiment les croire au début. On va dire ça comme ça, hein.
On pensait que ça allait durer quelques semaines. À la rentrée suivante, il a fallu quand même donc trouver des solutions un peu plus durables, donc puisqu'on voyait bien que l'année allait être vraisemblablement impactée. Et donc là, je crois qu'on a pu réellement mobiliser beaucoup plus la communauté universitaire. On a pu capitaliser sur les investissements qui avaient été faits, sur les ressources humaines aussi qui ont été recrutées pour pouvoir mettre en place ces solutions. Et on a pu mieux accompagner les enseignants donc, sur l'usage, on va dire, des solutions numériques dans leur enseignement. En fait, on est face à cette rentrée un petit peu dans cette même situation. Donc, si vous voulez, qui est de dire qu'il faut poursuivre pour cela. Alors, les universités, peut-être, puisque je m'adresse à vous, quand même, il faut les voir dans leur diversité. Donc, on n'est pas dans des petites écoles. Bien souvent, on est sur plusieurs milliers d'étudiants, plusieurs milliers d'enseignants également. Ça a été dit pour Sciences Po, qui, en taille, est une petite université par rapport à des grandes universités. Et donc, on ne peut pas les regarder comme un objet unique. Et donc, je crois qu'il faut maintenant chercher à regarder dans les universités comment on peut capitaliser sur les disciplines, sur les départements, sur les équipes pédagogiques qui ont commencé à vraiment déployer ces solutions, donc en leur sein, et essayer de regarder comment on peut créer un effet boule de neige, en ayant quand même bien conscience qu'il y a aussi une approche disciplinaire qui peut être, on pourrait dire, plus ou moins conservatrice. Donc penser qu'on va tout transformer à l'université donc d'un coup, je pense que c'est une utopie. Justement, pour rebondir peut-être sur cette question, à vous écouter, et pour avoir une question un peu piquante, mais est-ce que du coup aujourd'hui, on l'espère, en laissant la crise derrière nous, on peut se dire qu'à l'université publique, la crise a été vraiment transformante? Est-ce que les effets, selon vous, et là peut-être avec votre casquette aussi de la CPU, est-ce que les transformations qui sont, on va dire, initiées via la crise sont, selon vous, pérennes, ou est-ce qu'il y a de gros défis, et si oui, quels sont-ils, et en tout cas comment vous les percevez du point de vue de la CPU pour pérenniser les effets, les rendre peut-être plus profonds, les ancrer, comme vous le disiez, avec de l'accompagnement? Est-ce que ça passe par de l'accompagnement aux usages? Est-ce que ça passe par de la création de nouveaux lieux, de nouvelles visions de la proximité? Est-ce que ça passe par de la pérennisation de l'inclusion numérique des étudiants? Enfin voilà, quelles sont, il y a plusieurs réponses possibles évidemment, mais quelles sont selon vous un peu les priorités pour, d'un point de vue de la transformation digitale aussi des établissements, favoriser des usages innovants au-delà de ce contexte de crise qui a été, voilà, comme vous l'avez dit, une cassure dans les pratiques et pas nécessairement perçu positivement non plus, il faut le dire. La priorité, elle est très simple. C'est la réussite des étudiants. Et donc, c'est déployer les solutions qui accompagnent les étudiants vers la réussite le mieux possible. Et la crise a montré, en fait, que donc les solutions numériques, et notamment l'asynchrone, pouvaient être donc une réponse. Je crois que certains enseignants et enseignants-chercheurs en sont convaincus, mais tous sont loin de l'être. Et je pense en plus que cette approche ne peut pas s'appliquer, encore une fois, de façon globale. Donc, il y a, pour moi, un risque. Donc c'est vous, monsieur, pour Ubicast, c'est d'apporter un petit peu les solutions numériques comme une solution pour régler des questions de place, de nombre d'étudiants et de modèles financiers, de coûts. Ça, c'est un vrai risque, parce que ce discours-là, c'est le discours, on va dire, qu'opposent les plus conservateurs des enseignants et des enseignants-chercheurs. Et en plus, je pense qu'il est loin de la réalité. En fait, c'est un véritable investissement, donc de mettre en place de nouvelles solutions dans les établissements. Donc c'est loin d'être en fait une réponse à des questions de coûts qui seraient en augmentation. En plus, on va dire que les dynamiques étudiantes, on les connaît. On est dans une phase, on va dire, de forte augmentation du nombre d'étudiants, mais on sait qu'elle va prochainement donc s'arrêter et que vraisemblablement, voilà, on arrivera sur une baisse. Donc on est capable de gérer, je pense, les flux étudiants. Et le numérique ne doit absolument pas être vu comme ça, parce que je crois qu'autrement, on n'arrivera pas à transformer. Pourquoi? Parce que dans le modèle de l'université, on a un modèle d'organisation du travail, et notamment du travail des enseignants,
qui est assez figé, on va dire, avec une crainte, c'est, on va dire, de ne plus permettre aux enseignants d'avoir suffisamment de temps pour leurs travaux de recherche, parce que leur enseignement en prend de plus en plus. Et donc c'est ce vrai risque-là. Il faut faire donc attention aux solutions que l'on propose. Alors, pour la rentrée, pour répondre à votre question, Rose, à l'Université de Reims, par exemple, cette rentrée, on a augmenté à peu près de 60% le taux d'usage en fait, des solutions numériques, interactives, etc., les usages des portails numériques. Globalement, le nombre d'enseignants a été aussi fortement augmenté. Et puis par rapport à, par exemple, donc on a déployé la solution Zoom pour le synchrone. On voit qu'à la rentrée dernière, on était à peu près, on avait 279 utilisateurs enseignants actifs de Zoom. À cette rentrée, là, au 1er septembre, première semaine, on était à plus de 400. Donc on voit quand même qu'à un moment donné, il y a eu une augmentation. Première semaine de septembre, donc la plupart des masters n'ont pas commencé. Et c'est sur ces cursus-là peut-être qu'il y a encore plus d'usage du numérique. Donc il y a une solution. L'usage de la plateforme Moodle aussi, voilà, donc plus de 60% entre les deux rentrées. Donc je crois qu'il y a un grand nombre d'enseignants et d'enseignants-chercheurs qui sont prêts à utiliser ça. Il y a une demande des étudiants, il y a un engagement des établissements. Globalement, pour essayer d'accompagner. Maintenant, il y a aussi besoin de compétences. Et on est confronté à des vraies difficultés dans le recrutement d'ingénieurs pédagogiques, par exemple. Hein. Ça devient quelque chose d'assez rare hein, sur le marché donc de l'emploi. Et c'est bien aussi avec des personnels comme cela qu'on arrivera à avancer. Donc je crois que la transformation est engagée. Il faut la poursuivre. Il y a un certain nombre d'outils. Donc du PIA, des appels à manifestation d'intérêt également du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il y a un investissement des universités, les régions aussi nous accompagnent sur ça, mais on est bien conscient en fait de cette transformation-là et on fait tout pour capitaliser sur les effets positifs de la crise. Et juste pour poursuivre, parce qu'on est aussi partenaire à la Banque des Territoires de la CPU, notamment sur ces questions, pour essayer de peut-être mettre en place des actions pour favoriser le fait que vous évoquiez tout à l'heure, de favoriser le fait que les acteurs travaillent ensemble, les acteurs de terrain. Est-ce que vous pensez à des actions un peu particulières qui seraient dans les tuyaux côté CPU? Je pense notamment à l'étude de l'association DVP-NUM qui était parue pendant la crise sur, vous l'avez dit, l'effort pour lutter contre la fracture numérique des étudiants. Voilà, est-ce que ces problématiques-là restent dans vos esprits et dans vos priorités? Oui, ces problématiques-là restent bien sûr dans nos priorités et dans celles de la CPU. Donc d'ailleurs, la CPU a eu une rencontre avec EdTech France donc pour regarder un petit peu les différents points donc sur lesquels nous pouvons travailler ensemble. Donc on a vu en fait qu'il y avait vraiment un point sur lequel il fallait qu'on travaille. C'est un petit peu le premier point de mon intervention. C'était sur le fait que les universités souhaitent aussi être co-développeurs, les universitaires, des solutions numériques. Et je crois qu'il y a un véritable enjeu pour être convaincant là-dessus. Donc c'est le premier point. Je crois qu'il faut vraiment qu'on travaille ensemble donc, à des solutions de co-développement. Il y a dans nos établissements des spécialistes donc, de ces questions. Bien souvent, ils se sentent un peu marginalisés ou alors ils se replient sur eux-mêmes pour trouver leur propre solution tout seuls. Et donc ça, on a vu que ça ne marchait pas très bien. Donc il faut vraiment favoriser cette mixité donc là-dessus et puis avoir des enseignants qui sont au cœur donc des nouvelles pédagogies. L'utilisation de la synchrone, donc par exemple, c'est vraiment, pour moi, un exemple parlant. La synchrone est une solution effectivement pour des questions d'inégalité, effectivement pour des questions de souplesse dans l'organisation des étudiants. Je rejoins complètement la question du travail étudiant, également du fait que chacun n'est pas égal devant, on va dire, le travail. Certains sont du matin, d'autres l'après-midi, d'autres préfèrent des petites séquences, d'autres préfèrent être concentrés pendant plusieurs heures. Bon, voilà. Donc tout ça, ce sont des solutions. Nous devons les travailler ensemble. Donc ça, c'est peut-être le premier point. Le deuxième point, c'est que l'environnement EdTech reste encore un peu mystérieux pour les universitaires, même si on a bien progressé. Et donc, l'idée d'avoir un guichet unique ou d'avoir donc derrière
on va dire, des EdTech spécialisés dans le relais avec d'autres EdTech. Donc voilà, je vais dire ça comme ça et je regarde Nadia Jacobi parce qu'elle nous a beaucoup aidés donc à l'université de Reims. Donc là-dessus, voilà, c'est quelque chose qu'il faut continuer à développer. Et puis après, je crois qu'une université, et cette crise l'a montré, et cette rentrée le montre fortement, c'est pas uniquement de la formation. L'université, c'est un environnement de vie. Et la vie étudiante et les EdTech donc doivent être maintenant aussi interrogées. Et on a vu que les solutions d'interactivité voilà, ou de réseau, on va dire, particuliers étaient présents, mais la vie institutionnelle de l'université est aussi un réceptacle pour les tech. Donc pour WooClap, par exemple, vous avez dit, j'ai été réélu presque en pleine crise, hein, j'étais réélu en mars 2020, donc en fait... Ben, j'ai fait ma campagne plutôt interactive. Alors à l'époque, on était en présentiel, mais dans les amphis. Donc quand j'ai expliqué un petit peu mon programme, j'ai déployé la solution WooClap pour interagir avec les personnes qui étaient là. Et une partie du programme que j'ai proposé a été construit par cette interactivité. Et donc, dans les conseils des universités, on utilise de plus en plus des solutions comme ça. Les étudiants et les associations étudiantes aussi commencent à utiliser des solutions comme ça. Donc, il faut aussi penser que l'université, ce n'est pas que la formation, ce n'est pas que la recherche, c'est aussi toute une vie donc à construire. Et ces outils nous permettent d'avoir un lien différent avec les étudiants qui répond peut-être plus maintenant au profil des étudiants. Merci beaucoup et je pense qu'on peut peut-être ouvrir un temps de questions-réponses justement s'il y a des questions dans la salle parce que c'est aussi l'objectif de ces temps d'échange et merci encore pour votre participation de pouvoir se parler ce matin puisqu'il y a dans la salle des financeurs, des investisseurs, d'autres établissements, des collectivités, donc c'est aussi le but. Oui, pardon, je vais me lever. Frédéric Thibault, je suis cofondateur d'une société EdTech qui s'appelle LinguaAttack. On fait de l'apprentissage des langues. Donc auprès de collectivités territoriales, du supérieur et du second degré également. Et comme vous le savez peut-être, on a remporté un marché sur la région Grand Est et on se pose des questions justement sur comment on pourrait articuler avec un angle disciplinaire de la coproduction de contenu pour répondre aux besoins de certaines filières et composantes. Donc on peut effectivement servir de relais. Je pense que la région Grand Est donc travaille beaucoup avec notamment les 5 universités du territoire, mais il y a aussi toutes les écoles là-dessus. Je crois que c'est assez facile d'organiser une rencontre, mais pour tout dire, c'est vrai que sur ce sujet des langues, les universités ont déjà commencé à trouver aussi des solutions, et donc il faudra qu'on regarde comment peut-être vous aider là-dessus, mais le sujet de l'arrêté qui impose notamment la certification en anglais à partir d'ailleurs de cette année hein, dans un certain nombre de cursus, donc est un enjeu pour les universités dans la mise en place parce qu'il concerne un grand nombre d'étudiants. Et c'est vrai que les solutions numériques de certification donc, sont regardées avec une grande attention. Et je crois que voilà, ça c'est un véritable enjeu. Alors là, je parle de la certification en anglais, mais bon, l'idée quand même, c'est que nos étudiants puissent diversifier leur profil linguistique. Et donc, on est plutôt sur des enjeux aussi de personnalisation des cursus et de permettre aux étudiants donc d'enrichir leur cursus de plusieurs langues, notamment des langues rares, et de pouvoir être en capacité de les certifier. Donc, il y a en tout cas un véritable enjeu sur les langues, on en est conscient. La CPU peut vous aider aussi, hein, donc là-dessus, il faut rentrer en contact avec nous. Encore une fois, c'est un canal de communication entre les EdTech et les universités qu'il faut qu'on soit en capacité d'établir. Hein, c'est vraiment ce qu'on avait identifié. Donc, pour la région Grand Est, je peux être votre relais, donc sans problème. Pour la CPU d'ailleurs aussi, mais je pense qu'il faut qu'on travaille vraiment avec le comité numérique et puis avec quelques universités sur lesquelles vous êtes peut-être déployés aussi. Oui, on est pas mal déployés en région Île-de-France. Voilà. Donc, Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. On va prendre la dernière question, pardon, je vous donne le micro. C'est la dernière, parce qu'après, il va falloir que... Voilà. Ah bon. Ça va avec la voix? Pour le live. Ah bon, à 10h, d'accord, je pensais que c'était 10h30. Oui, donc Céline Dufresne, Fac Discovery Virtual Learning. Il y a un sujet donc, qui apparaît, qui est celui des soft skills. Il y a un travail
pardon. Il y a un travail aussi qui est à faire. Vous parliez tout à l'heure de l'importance des échanges avec les enseignants pour justement co-construire des choses ensemble. Mais c'est vrai que même par le biais de la CPU ou d'organismes, comment favoriser les échanges et comment créer ce flux de discussion avec les universités. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux que le CPU? Parce que c'est vrai que, comme vous disiez tout à l'heure, les organisations sont très figées. Quelle est la meilleure façon? Donc, pour les universités, c'est le rôle de la CPU que d'être l'interface, on va dire, avec vous. Et après, on est plutôt sur une approche où on cherche des universités un peu expérimentatrices, pour travailler avec vous. Après, il existe d'autres conférences d'établissement. Hein, donc, pour les écoles, il y a la conférence des grandes écoles. Pour les écoles d'ingénieurs, il y a la CDFI, qui est la conférence des écoles d'ingénieurs. Bon, voilà. Donc, vous pouvez passer par ces relais-là. Mais autrement, c'est aussi notre mission de faire ça, et on a un comité numérique qui travaille plus spécialement là-dessus, justement. Donc on peut vraiment faire le relais. On pourrait aussi envisager d'organiser, si c'est utile, une prochaine journée, donc EdTech et CPU, donc sur un certain nombre de sujets, pour mieux appréhender les différents problèmes identifiés et regarder quelles pourraient être vos réponses à ces problèmes. Je crois qu'on a besoin de mieux se connaître, et je crois qu'il faut vraiment que vous ayez à l'esprit le fait que les universités sont très diverses, donc dans leur approche de l'enseignement et de la pédagogie. C'est très lié aussi donc aux aspects disciplinaires de nos diplômes. Et donc, on n'essaye pas de transformer la pédagogie dans on va dire, je vais prendre un exemple, des cursus de lettres modernes, comme on le fait dans des cursus d'informatique. Voilà. Donc ça, je pense que... et donc, il faut regarder un petit peu sur quel sujet donc vous voulez travailler, quelles sont les équipes pédagogiques qui, à un moment donné, sont sensibilisées à ces enjeux et veulent avancer avec vous. Et puis, une fois qu'on a fait ce relais, je crois que tout le monde sera très content de pouvoir capitaliser sur le travail qui aura été fait entre vous. Donc, l'idée première, pour moi, c'est d'identifier les bons interlocuteurs universitaires pour avancer sur un certain nombre de sujets. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là et vous inviter à peut-être poursuivre les échanges de manière plus informelle. Non, tu veux dire un mot? Je dis un rapide mot pour rappeler les liens entre EdTech France et la CPU, justement. Premier point sur l'importance des ponts qu'évoquait Guillaume entre les mondes. Nous, avec la CPU, c'est vrai qu'on est invité fréquemment au comité numérique pour justement évangéliser, discuter avec les présidents d'université, les VP-NUM, leur expliquer la diversité des solutions qui existent. Donc c'est un des rôles de l'association EdTech France que d'être cette tête de file sur justement c'est quoi la EdTech, comment ça s'adapte à votre pédagogie dans votre établissement, à votre territoire, à votre typologie d'étudiants. Donc ça, c'est un des rôles de l'association, c'est l'évangélisation et la prise de contact. Donc on le fait. On a la chance d'être invité grâce à Jean-Marc Augier au sein du comité. On est sur d'autres projets de collaboration avec les établissements, un projet qui s'appelle Hype 13, qui permet au sein de 13 établissements publics de suivre l'avancée et la mise en place de projets liés au numérique. Donc encore une fois, on est le pont entre entreprises et établissements. Et sur le devoir de lisibilité et de visibilité, parce qu'il y a de nombreuses entreprises, et même si on a des accompagnements formidables, par exemple de la part de Simone et les robots, pour éclairer ce monde parfois un peu obscur, on a besoin d'outils publics et gratuits. Donc on a mis en place une cartographie des solutions EdTech disponibles en ligne sur notre site, avec un système de filtres. Vous pouvez filtrer si vous vendez un établissement du supérieur, si vous proposez quelque chose pour les enseignants, pour les étudiants. Donc n'hésitez pas à aller voir cette cartographie et à emporter les catalogues papier chez vous. Voilà, c'est pour rappeler les liens en cours avec potentiellement un événement. On aimerait beaucoup favoriser les échanges physiques, mais voilà, c'est aussi la vocation d'EdTech France, donc je tenais à le rappeler. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les intervenants. Mais merci à vous pour ces échanges, merci pour l'invitation vraiment. Et je crois que ça va dans le sens justement de ce que l'on souhaite. N'hésitez pas à reproduire donc ce type d'événement avec la conférence des présidents d'université ou avec des présidents, des vice-présidents. Je crois que c'est une façon de faire aussi avancer les choses importantes. Merci à EdTech France, donc également pour cette belle coopération avec la CPU. Bon, merci. On vous invite du coup juste derrière pour du café et des croissants. Et un petit mot, donc le live sera retransmis sur le site de la Banque des Territoires
dans l'espace Hub. Et on vous invite aussi à prendre des catalogues EdTech, donc EdTech France, et il y a des petits prospectus aussi sur la thèse d'investissement de la Banque des Territoires, EdTech for Good, pour ceux que ça intéresse. Voilà, merci beaucoup. Merci.